Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jacques Riou. Bonjour. Bonjour. Co-gérant de Rubis, acteur mondial, il faut le rappeler, de la distribution et du stockage de produits pétroliers. On rappelle clairement et simplement ce que vous faites, votre métier. Parce que ça ne parle pas à tout le monde et pourtant vous êtes un peu partout. Très simple, très quotidien. Nous distribuons des carburants en Europe, en Afrique et dans les Caraïbes. Ouais. Toutes sortes de carburants, de combustibles. Et nous avons aussi une branche qui stocke aussi bien des produits chimiques que des carburants et des biocarburants et des produits bio-agro. On voit des pompes à essence, il y en a qui sont à vous aussi ? À nos marques, oui, qui sont à nous et à nos marques. Et nous avons deux marques, Vito, par exemple dans les Antilles françaises, ou Rubis, un peu partout ailleurs, en Afrique, etc. etc. Bon. Et la boîte se porte bien. Alors, on parlera de la bourse après, mais je voyais les chiffres, parce que vous avez publié votre premier trimestre il y a quelques semaines. Le chiffre d'affaires continue d'accélérer au premier trimestre, plus 49%, 1,5 milliard après les plus 18% de chiffre d'affaires sur l'an dernier, sur 2021. Comment est-ce qu'on explique ces bons résultats ? Est-ce que c'est de bonne augure, surtout pour le reste de l'année ? Parce que les choses évoluent tellement vite qu'on se dit que le rétroviseur paraît loin parfois. Alors, les résultats sont très bons. Ça n'est pas nouveau dans notre groupe. Ils sont très bons. Alors, le chiffre d'affaires, il faut un peu s'en méfier parce que notre chiffre d'affaires est directement connecté au prix des produits pétroliers. Quand les prix des pétroliers sont à $20, le chiffre d'affaires baisse. Quand on est à $150, le chiffre d'affaires augmente. Et donc à $120, c'est merveilleux alors pour vous ? Non, c'est exactement l'inverse. Nous distribuons des produits pétroliers que nous achetons sur le marché international. Donc nous adorons avoir des prix des produits pétroliers bas pour retourner voir nos clients en disant les prix ont encore baissé. Veuillez acheter encore plus de nos produits. Donc $100 pour vous, ce n'est pas un bon prix. Nous sommes dans une mauvaise configuration pour le groupe, dans notre business model, et malgré tout, nous délivrons de très bons résultats. Nous nous attachons plus au volume que nous vendons et à la marge sur chacun des litres vendus. Les volumes ont augmenté de 10% par rapport à l'année dernière, premier trimestre contre trimestre, et nous sommes, à périmètre constant, encore 8% au-dessus de notre record de 2019, pré-Covid. Donc, et je dirais, dans une configuration, comme vous venez de souligner, qui est un petit peu contraire pour nous, et avec des moteurs qui ne donnent pas complètement ce qu'ils devraient donner, parce que l'aviation est encore à 25% en dessous de ce que nous pourrions faire. Il y a un ou deux pays qui sont encore dans des difficultés économiques, etc. etc. Donc, très très confiant sur cet exercice. Aviation, bateau, on voyait des bateaux, etc. Donc tout ce qui consomme... carburant pour l'aviation, pour les bateaux, etc. Mais je dirais pas uniquement, et j'allais compléter, puisque nous venons de créer une branche Rubis renouvelable, et qui vient compléter, et heureusement, et sur une large échelle, nos activités classiques. On va parler de Rubis renouvelable, mais juste sur les marges. Donc vos marges sont sous pression. On parle d'inflation, on parlait juste avant de l'inflation du prix des actifs et de l'immobilier, ce qui n'a rien à voir. Mais cette inflation, comment vous la ressentez, vous ? Nos marges, elles, sont très bien défendues dans un contexte qui, dans notre métier, est difficile. Nos marges sont parfaitement stables, ce qui n'est pas nouveau. À savoir combien ? C'est très variable suivant les marchés, mais grosso modo, ce métier, c'est 10 centimes du litre, pour être vraiment très schématique. Donc ce sont des écarts faibles avec lesquels vous avez autour derrière moi une image de camion, de bateau. Nous finançons donc toute cette logistique et l'ensemble des stations-service. Mais les coûts de transport, on dit que les coûts de transport ont explosé, encore une fois. Il faut défendre ces marges. Mais malheureusement, le prix rendu chez notre client lui-même a beaucoup augmenté. Par rapport au même trimestre de l'année dernière, vous avez plus 90%. Alors, effectivement, c'est douloureux, c'est désagréable, mais on n'a pas inventé la volatilité du prix du brut à ce siècle-ci. On a toujours connu du pétrole à $20 et à 120 ou 180 $. Ce sont des configurations, quand vous regardez... Le plus haut, c'est 140 de mémoire. Le plus haut, c'était 140, 150, mais on a connu dans le passé des prix extrêmement élevés. C'est une configuration qu'on retrouve au fil des années et des décennies. Et je suis toujours étonné qu'on s'en étonne, en fait, puisque ça fait partie intrinsèquement de ce marché du produit pétrolier, en fonction des chocs externes. Et un pétrole qui retournerait à 40-50 $, on peine à l'imaginer, non ? C'est pas assez mais à chaque phase de forte croissance, on peinait à imaginer que ça allait baisser. Et quand le pétrole était à $20, on n'imaginait jamais qu'il serait à 120 $ un an après. C'est toute votre difficulté à vous, c'est gérer cette volatilité autour des cours du baril. Surtout, nous n'essayons pas de deviner le futur, nous nous adaptons pour être efficace, quelle que soit la configuration, et ça fait 20 ans qu'on démontre qu'on sait faire.
Ouais, les Européens d'ailleurs, c'est dans l'actualité, aujourd'hui se réunissent, on parle de cet embargo possible sur le pétrole russe. Si ça devait arriver, que le pétrole allait à 150 $, je ne vous demande pas une prévision, hein, mais ça compliquerait l'équation pour vous? L'équation serait un petit peu plus difficile. Il est évident que nos clients seront moins enclins à se déplacer, que ça pénalise l'activité économique, mais nous servons des besoins essentiels. Se déplacer, produire de l'eau chaude, cuisiner, se chauffer. Ces besoins essentiels sont toujours couverts, que nous soyons dans des pays développés, dans des pays moins riches, que le pétrole soit bon marché ou excessivement cher. Européens, nous, on peut se passer du pétrole russe? Pardon, ce n'est pas votre sujet en direct, mais quand même... Ce n'est pas mon sujet en direct. Ce que je vois dans le marché pétrolier, c'est que c'est un marché mondial, extrêmement fluide, extrêmement arbitré. Et donc, il est assez facile de déplacer des cargaisons d'un endroit de la planète à l'autre. Donc, c'est un marché qui peut s'adapter. Et la logistique pétrolière a été construite depuis des décennies et elle existe partout sur le monde. On voit bien la difficulté, si je prends un contre-exemple, le gaz fourni par pipeline est beaucoup plus rigide dans sa logistique et il est beaucoup plus difficile d'opérer une sorte de changement de pied d'un fournisseur à l'autre. Mais il est moins coûteux. Le pipeline est moins coûteux, non? Je me trompe, ça, je ne sais pas. Mais Faire quelques milliers de pipelines de gaz naturel, ça représente des investissements qui chiffrent en dizaines de milliards. Ouais, quand même, voire Nord Stream 1, 2, etc. Ouais. Donc, ça pose d'énormes difficultés logistiques à beaucoup de gens, mais il y a toujours cette économie qui s'adapte et qui le fera, ce qui demande naturellement des mois. Sur Rubis Renouvelable, Jacques Riou, il y a cette entrée au capital d'hydrogène de France, 18% du capital, c'est ça que vous détenez aujourd'hui. Le rachat actuellement en cours de 80% de Photosol. Vous accélérez, si j'ai bien compris, dans les énergies renouvelables et bas carbone. On peut parler d'accélération ou pas? Exactement, c'est une accélération. Parce qu'on n'a pas le choix, parce que vous y croyez, parce que... Alors, c'était quelque chose qui était déjà en préparation. Nous avons mis un énorme coup d'accélérateur en 2020, puisque la transition environnementale ou énergétique est devenue une exigence absolue immédiate. Donc nous nous sommes adaptés au rythme qui était imposé et nous avons annoncé fin 2020 que nous allions naturellement décarboner, continuer à décarboner nos activités actuelles, ce que nous faisons, moins 30% d'ici 2030 d'émissions carbone, et que nous allions investir en complément de nos activités historiques dans des activités bas carbone. Nous avons choisi l'électricité verte, photovoltaïque, pour l'intérêt que cela représente et parce que derrière l'électricité verte photovoltaïque, vous avez l'hydrogène. Bien. Et nous avons la chance de pouvoir nous associer avec Hydrogène de France, qui a fait son introduction en bourse il y a quelques mois, il y a moins d'un an, et avec lequel nous avons un accord stratégique, c'est-à-dire que nous sommes positionnés comme le premier investisseur sur chaque opération qu'Hydrogène de France développe, que ce soit en Europe, dans les Caraïbes ou en Afrique. Donc il y a une opération qui est en construction en Guyane, une deuxième à peu près identique à la Barbade, qui sont des opérations importantes dans lesquelles vous mariez panneaux photovoltaïques, électricité verte, qui alimente directement le réseau, des hydrolyseurs pour produire de l'hydrogène qui est stocké et réutilisé dans des piles à combustible pour fournir de l'électricité pendant la nuit. Donc nous distribuons en électricité verte H24. Ça pèse combien aujourd'hui dans votre activité, le Alors l'ensemble, j'allais vous dire un mot sur Photosol, si vous permettez. Nous venons de faire la transaction que vous avez citée. Ouais. Effectivement, nous avons pris le contrôle à 80% de Photosol, qui est un leader indépendant en France du panneau d'électricité verte photovoltaïque. Et quand vous ajoutez Photosol et notre investissement dans HDF, nous sommes à plus de 20% de nos actifs comparé à l'ensemble. C'est-à-dire que nous sommes véritablement aujourd'hui un groupe multi-énergie. Et ce n'est pas de la com, c'est vraiment plus de 20% des actifs verts dans un groupe qui a été jusqu'à présent sur des carburants classiques. C'est aussi pour préparer l'avenir, parce qu'on sait qu'un jour ou l'autre, la consommation de pétrole finira par décroître aussi. C'est quelque chose qui sera, suivant les plaques, qui sera progressif et différencié. Il est évident qu'en Europe, nous allons très vite pour réduire la part du pétrole. En Afrique, vous irez beaucoup moins vite, ce n'est pas possible. Dans les Caraïbes, même chose. Et donc notre groupe se positionne, c'est pour ça que je trouve la période est passionnante. Nous avons positionné notre groupe pour être efficace sur le pétrole dans les zones qui en ont un besoin absolu et encore pour longtemps,
tout en décarbonant nos activités, et pour être efficace, pour produire de l'électricité verte, notamment en zone Europe. Et là, le marché est en train d'exploser. Et derrière, nous intéresser au marché de l'hydrogène vert, naturellement. Donc, on est prêt à satisfaire nos clients, quelle que soit la demande. Et donc à faire d'autres acquisitions dans les renouvelables? Je dirais, naturellement, on adore faire cela. Oui. Je pense que nous avons une plateforme véritablement très solide. Prenons le cas de Photosol, ce sont des spécialistes du marché français de l'électricité photovoltaïque. Ce qu'ils ont fait en France sont des gens remarquables, qui sont restés nos associés, 15-20%. Pourquoi ne pourrions pas le faire dans d'autres pays européens? Vous savez que les politiques européennes, et d'ailleurs de chacun des pays en Europe, ont reçu un nouveau coup d'accélérateur vers tout ce qui est photovoltaïque, éolien, etc., avec le premier que vous avez cité, les graves événements qui sont produits en Ukraine, et le redimensionnement de toutes les logistiques en matière d'énergie en Europe. Après, il y a la question de comment ne pas surpayer toutes ces acquisitions, parce qu'on sait qu'en termes de multiples de valorisation, ces boîtes dans le renouvelable sont à des niveaux élevés et peut-être plus élevés aussi que le niveau de valorisation, on en parlera juste après, de Rubis. Alors, effectivement, plus élevé que la valorisation de Rubis. Ouais. L'acquisition que nous avons faite de Photosol, j'ai la conviction que nous l'avons payé à un prix raisonnable. Là, à savoir nous avons payé 386 millions, plus la dette, c'est une opération à 770 millions pour 80%. Bon, c'est une très grosse acquisition. Je fais une parenthèse, pour autant notre niveau d'endettement est resté très raisonnable. Je referme la parenthèse. Donc, ça a été un niveau très raisonnable. Je vous rappelle que c'est une affaire qui a un taux de croissance de 40% par an. 40% par an. Nous avions 300 mégas installés, on est en train d'en construire 150 sur cette seule année. Donc nous rentrons dans un domaine où les croissances sont extrêmement élevées. Mais en termes de multiples de résultats d'exploitation, on est sur combien par rapport aux multiples du secteur, juste pour avoir une idée? Sur le photovoltaïque, on ne raisonne pas vraiment en multiples de l'EBITDA instantané. Les taux sont à un niveau de 40% par an. Vous imaginez que l'EBITDA d'aujourd'hui n'a rien à voir. Ouais. Donc on a plutôt des études en DCF sur les cash flows futurs. DCF, discounted cash flow. Discounted cash flow. Sur les cash flows futurs. Et alors, quelque chose qui est assez peu vu. Le problème n'est pas... Mais vous ne niez pas, vous ne niez pas ce risque de surpayer, et vous faites bien attention, j'imagine, mais il est là. Enfin, je me rappelle le patron de Total qui disait, mais le problème c'est que quand je rachète, ça coûte très cher, quoi. Alors, il faut essayer de trouver la pépite pas chère. La pépite le mouton pas cher, ça n'existe pas. Ouais. Il faut acheter de la qualité au prix raisonnable. Ça, c'est la mantra. Le point que les gens ne voient pas toujours, on nous dit l'énergie verte, ça rapporte peu. Effectivement, quand vous obtenez 6 ou 7% sur les capitaux investis, vous êtes relativement content. Alors que dans le pétrole, on est plutôt à 12%. Simplement, le coût des capitaux n'a rien à voir. Le coût des capitaux dans le pétrole est plutôt de l'ordre de 8%. Alors que dans les énergies vertes, il est 4 fois inférieur. Donc vous comparez dans les énergies vertes 6 ou 7% par rapport à 2, et dans le pétrole 12% par rapport à 8. Je préfère être... Donc la différence est toujours de 4%. Ce que je veux exprimer, le fondement de l'économie, c'est d'investir et d'avoir un rendement plus élevé que le coût de vos capitaux. C'est vérifié dans le pétrole comme dans les énergies vertes. Donc la rentabilité, en fait, est la même quand on prend en compte le coût du capital. Absolument. Donc le coût de financement, à la fois en actions et en dette. D'où la difficulté de comparer les deux, si vous comparez ça en multiples de BE. Alors, il faut qu'on parle maintenant du cours de bourse, parce que c'est un sujet pour Rubis. On ne l'a pas dit, c'est 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, je crois, Rubis. Cette année, au moins 5 milliards. Oui, pas millions, milliards, pardon. Est-ce que 2022 peut être une année record, ou pas, d'ailleurs Ce sera une très bonne année record. Il est très difficile à ce stade. 2019 était une année record. 2019 était une année record. Nous avons dépassé le niveau de 2019 actuellement. Bon. Et je dirais, pardon de vous interrompre, qu'en 2020-2021, en plein Covid, nous étions en retrait de 5, 6, 7, 8% par rapport au record. Bon, moins 27% pour l'action sur un an, plus 4% depuis le début de l'année. Vous êtes valorisé 3 milliards et quelques en bourse. Toujours au niveau des fonds propres, comptables. Comment vous l'expliquez? Très difficile Comment on fait pour qu'il y ait un déclic? Parce qu'on se dit qu'il y a une déconnexion entre les résultats opérationnels du groupe, parce que vous sortez du dividende, soit 6% de dividende par an, la croissance, et un cours de bourse qui se traîne, enfin voilà, je veux dire un désamour, il faut le dire, il faut employer les mots. Absolument, non, écoutez, j'ose dire que je suis un co-dirigeant d'entreprise, entrepreneur heureux, j'ai
un point d'agacement pour être aimable, c'est le cours de bourse et c'est le sort de nos actionnaires. Difficile à expliquer. En 2020, la rumeur était de dire le pétrole c'est fini et c'est fini demain matin. Tout le secteur pétrolier mondial a perdu 40%. Les producteurs de pétrole qui ont perdu des milliards en 2020 ont gagné des milliards en 2021 et ont retrouvé finalement peu ou prou leur niveau pré-Covid. Ce n'est pas notre cas, on n'est pas les seuls dans ce cas-là, mais ce n'est pas notre cas. Et pour le moment, on nous dit « Ah oui, mais il faut prouver que vous êtes capable de travailler avec pétrole à $150, à $20, etc. » Ben oui, mais ça fait 20 ans qu'on le prouve, etc. On ne va pas reprendre le raisonnement. Donc aujourd'hui, c'est une interrogation pour moi. C'est probablement une anomalie. Le groupe Rubis vaut moins de 10 fois les résultats nets. Je ne me l'explique pas. Donc pour vous, le cours de bourse de Rubis est une anomalie? C'est mon jugement. Et donc, vous pâtissez encore ou plus du tout de la désaffection des investisseurs pour le compartiment du secteur pétrolier? Et c'est peut-être votre réponse aussi avec la montée en puissance de Rubis Renouvelable aussi? Absolument. Je pense que nous avons fait une percée que peu de groupes ont fait de manière comparable et à ce niveau. Nous visons à moyen terme 25% de nos actifs dans l'énergie verte, en complément de nos activités traditionnelles, encore une fois que nous décarbonons. Il n'y a pas, à ma connaissance, beaucoup de groupes qui se positionnent il y a des très grands groupes auxquels tout le monde pense dans le pétrole, qui effectivement sont extrêmement ambitieux, etc. Mais on s'inscrit dans ce genre d'ambition. Comment, Jacques Riou, on change le regard des investisseurs sur Rubis, alors que les résultats, vous me dites, année après année, sont... Je crois qu'il faut parfois un peu de temps. Il faut que nous sommes dans une période extrêmement chaotique. Donc, nous avons la chance de pouvoir regarder les choses sur le long terme, de positionner le groupe pour les 10 ans qui viennent. Je comprends très bien que les investisseurs puissent s'interroger pendant 1 an ou 2 en se disant est-ce que ce groupe-là est bien positionné ou pas, dans un univers qui est extrêmement changeant. Mais quand vous dites moins de 10 fois les nets pour un groupe comme ça, il y a quelque chose qui interroge. Dernière question, Jacques Riou, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que certains investisseurs, et vous me voyez venir, n'aiment pas les sociétés en commandite? On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est exact. La commandite associée à la bourse est, à mon avis, forme les 2 piliers qui ont permis de créer ce groupe de toutes pièces en un peu plus d'une vingtaine d'années. La bourse nous a apporté des capitaux, la commandite nous donne une liberté, et nous a permis de développer ce groupe et continue de nous le permettre. Donc la bourse vous est utile, non pas pour le cours de bourse, mais pour lever des fonds. Rien n'est parfait, mais pour lever des fonds, indispensable et pour lever des fonds, accompagner la croissance. Accompagner la croissance. Nous essayons de faire de bons investissements, nous essayons de bien les gérer, nous retournons voir nos actionnaires en disant nous continuons, êtes-vous avec nous? Et ça a été le cas depuis 20 ans. La bourse est un vecteur très important pour le développement des sociétés qui veulent s'y donner. La commandite permet d'avoir un temps long, permet d'assurer à nos collaborateurs une vision sur un temps long. Et dans des périodes aussi perturbées, pour moi, c'est un actif du groupe. Mais naturellement, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a d'autres grands noms, encore une fois, de la cote. Vous avez Hermès, vous avez Michelin. Et qui s'en portent très bien. Sur un CAC 40, ça en fait quand même 2 sur 40. Je veux dire, ce n'est pas marginal. Et tous les dirigeants, nous sommes 2 à ce niveau, nous sommes engagés sur tous nos biens. Alors, naturellement, nos biens ne suffiront à rien en cas de véritable drame, mais nous sommes vraiment liés au sort de cette entreprise et au sort de nos actionnaires. Bon voilà, merci de passer nous voir et puis on se reverra bientôt et on verra où en sera le cours de bourse, s'il y a eu un déclic ou pas. Merci de passer nous voir. Avec grand plaisir, merci à vous. Jacques Riou, co-gérant donc de Rubis Acteur Mondial, de la distribution de stockage de produits, de pétrole, d'énergie et de renouvelables. 20 à 25%, vous me disiez, c'est ça? 20% maintenant, rapidement 25%. Ah, en 2030? Probablement avant. Peut-être avant, on en reparlera d'ici là. Merci de passer nous voir, au revoir. Merci beaucoup.